J'avais prévu de demander ma petite amie en mariage, mais un dîner de famille tendu nous a détruits. Dans un accès de colère, elle a délibérément fracassé la montre de famille de mon défunt père. J'ai mis fin à notre relation de 4 ans. Je m'appelle Roger. J'ai 30 ans. Et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais honnêtement que j'étais sur le point de demander ma petite amie de près de 4 ans en mariage. Je vis en dehors de Philadelphie dans une maison de ville en location qui n'est pas luxueuse, mais c'était la nôtre. Un garage étroit, une petite cuisine, des tasses dépareillées, des photos encadrées dans le salon, et un jardin juste assez grand pour des guirlandes lumineuses et une table pliante. Je travaille comme coordinateur de projet pour une entreprise de CVC commercial. Cela semble ennuyeux jusqu'à ce que vous réalisiez que la moitié du travail consiste à convaincre des adultes de ne pas se rejeter la faute pour des retards de conduite. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Je paie mes factures. J'entretiens mon camion. Je prépare un dîner décent quand j'ai le temps. Et j'utilise toujours la même tasse à café rayée que mon père m'a donnée quand j'ai eu mon premier vrai appartement. Aaron disait que c'était l'une des choses qu'elle aimait chez moi. Elle disait que je rendais la vie ordinaire sécurisante. Cela a rendu ce qui s'est passé lors de notre dîner de famille encore pire. Aaron a 29 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était drôle d'une manière discrète. Elle était le genre de personne qui pouvait transformer une course à l'épicerie en un rendez-vous galant. Nous avions cette stupide habitude de noter les pizzas surgelées comme si nous étions des juges dans une émission de cuisine. Elle détestait la coriandre, adorait les podcasts de mystère, et volait toujours mes sweats à capuche même si elle en possédait de plus beaux que moi. Nous ne sortions pas ensemble de manière désinvolte. Nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. Nous partagions les factures, partagions un forfait téléphonique, avions des paiements automatiques pour les services publics et l'assurance locataire, et avions un compte d'épargne commun intitulé Maison en mariage. C'était embarrassant et doux à la fois. Nous nous étions disputés sur les couleurs des armoires pour une maison que nous ne possédions pas encore. Nous avions parlé d'enfants de la manière vague et prudente que les gens ont quand ils sont sérieux mais effrayés. Pendant longtemps, le plus gros problème, ce n'était pas nous. C'était tout le monde autour de nous. Ma famille est de la classe ouvrière, directe, et pas toujours raffinée. Ma mère, Linda, a 58 ans et n'a jamais rencontré un commentaire passif-agressif auquel elle ne pouvait pas répondre par un plus acerbe. Elle est protectrice parce qu'après le décès de mon père, elle a dû l'être. Mon oncle Marc, 61 ans, a agi comme un second père. Il est plus silencieux que ma mère. Le genre d'homme qui peut réparer un évier qui fuit et dire 3 mots dans tout un après-midi. Les parents d'Aaron, Diane et Howard, sont polis. Ils se souviennent des anniversaires. Ils apportent le dessert. Ils ont aussi une façon de faire en sorte que chaque conversation ressemble à une évaluation. Diane pouvait dire « Nous voulons juste qu'Aaron soit en sécurité » et le faire sonner comme si j'avais personnellement postulé pour être son risque financier. Howard parlait de carrière comme d'autres personnes parlaient de tension artérielle. Il voulait toujours connaître les chiffres, les taux hypothécaires, la croissance des revenus, les cotisations de retraite. Il demandait constamment si mon titre de poste était une voie à long terme ou plutôt un rôle de soutien opérationnel. Les premières fois, j'en ai ri. Je me suis dit qu'ils étaient juste protecteurs. Aaron m'a dit la même chose. Mes parents posent des questions, disait-elle, debout au comptoir de la cuisine, un pied replié contre son autre jambe. C'est juste leur façon de montrer qu'ils s'en soucient. Ma mère s'en soucie aussi, disais-je. Elle ne me demande pas mon W.2 à dîner. Aaron souriait comme si elle voulait rire, mais savait qu'elle ne le devait pas. S'il te plaît, n'empire pas les choses. C'est devenu le schéma. Tout le monde disait de petites choses. J'en ai avalé la plupart. Aaron m'a demandé d'être patient. Ma mère m'a dit que la patience commençait à ressembler à me laisser manipuler. À un moment donné, ma mère a dit un jour en lavant un plat en verre à notre évier, un couple marié doit prendre des décisions sans un comité. Elle est prise au milieu, ai-je dit. Non, a dit ma mère. C'est toi qui es au milieu. Aaron continue de tendre une chaise à ses parents. Je détestais ça parce qu'une partie de moi savait qu'elle avait raison. Pourtant, j'aimais Aaron. Je croyais que nous pourrions fixer des limites après les fiançailles. Je pensais qu'une fois qu'il y aurait une bague, une fois que ce serait officiel, tout le monde se calmerait et comprendrait que notre vie était la nôtre. Avec le recul, c'était ma première erreur.
J'ai traité les limites comme un projet futur au lieu de quelque chose dont nous avions besoin avant de construire quoi que ce soit d'autre. 2 semaines avant que la situation ne dégénère, j'ai pris rendez-vous avec un bijoutier local pour le lundi suivant. C'était une petite boutique en ville avec une cloche au-dessus de la porte et une femme derrière le comptoir qui s'est souvenue de mon nom après une seule visite. J'avais économisé séparément pour la bague parce que je voulais que ce soit la mienne à donner, pas quelque chose tiré de notre compte commun. J'avais aussi prévu quelque chose avec la montre de mon père. La montre n'était pas chère d'une manière qui impressionnerait Howard. C'était une vieille montre habillée en argent avec un bracelet en cuir usé et une petite rayure près de la couronne. Mon père la portait le jour de son mariage. Il y a une photo de lui l'ajustant pendant que ma mère rit à côté de lui. Son voile est de travers parce que ma tante l'avait serré trop fort. Après son décès, mon oncle Marc m'a aidé à la restaurer une fois. Nous l'avons emmenée chez un horloger qui sentait le café et le produit à polir les métaux. Quand la trotteuse a recommencé à bouger, Marc a posé une main sur mon épaule et a juste hoché la tête. Il savait que je ne pouvais pas parler. Je gardais la montre dans une petite boîte en bois avec une doublure en feutre délavé. Je la portais rarement. Elle semblait trop importante pour les jours ordinaires, mais je la sortais parfois quand j'avais besoin de me souvenir à quoi ressemblait la stabilité. Mon père n'était pas parfait, mais il aimait sa famille d'une manière qui rendait l'engagement sécurisant au lieu d'être lourd. Mon plan était simple. Après le dîner du lundi, j'allais mettre la bague à côté de la montre et dire à Aaron que je ne voulais pas recréer le mariage de mes parents parce que ce serait impossible. Je voulais construire notre propre famille tout en transmettant ce que mon père m'avait appris sur le fait d'être présent. C'est pourquoi le dîner de famille était si important. Aaron et moi avons décidé d'accueillir les deux familles un samedi soir au début de l'automne. Le temps était assez frais pour des vestes légères, mais j'ai vérifié l'application météo 2 fois parce que la pluie aurait ruiné l'installation dans le jardin. J'ai emprunté des chaises pliantes à l'oncle Marc, acheté des serviettes en papier chez Target, et pris 2 bouteilles de vin du commerce chez Wegmans. Aaron m'a demandé de cacher les assiettes en papier moins chères et d'utiliser nos vraies assiettes. Ma mère remarque ce genre de choses, a-t-elle dit en ouvrant le placard. Je rinçais de la laitue dans l'évier. Ta mère survivra à la vue d'une assiette en papier. Roger. J'ai regardé. Elle avait cette expression tendue qu'elle prenait avant de voir ses parents. Pas en colère, exactement. Sur la défensive. D'accord, ai-je dit. Vraies assiettes. Elle est venue derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Merci. Je sais que c'est ennuyeux. C'est juste un dîner. Elle a pressé son front entre mes omoplates. S'il te plaît, que ce ne soit qu'un dîner. Je le voulais aussi. Ma mère a apporté un gratin dans un plat de cuisson avec du ruban de masquage sur le couvercle qui disait Linda au marqueur noir parce qu'elle ne faisait jamais confiance à personne pour rendre les plats. L'oncle Marc a apporté des chaises supplémentaires et un hochement de tête silencieux. Diane et Howard sont arrivés avec exactement 8 minutes de retard, ce qui semblait en quelque sorte intentionnel. Diane portait une boîte de pâtisserie d'un endroit qu'elle a mentionné 2 fois avant même d'enlever sa veste. L'étiquette de prix était toujours sur le côté. Oh, c'est confortable, a dit Diane en entrant dans le salon. Les doigts d'Aaron se sont resserrés sur les miens. On aime bien, ai-je dit. Howard a regardé l'entrée, les chaussures près du paillasson, et la petite caméra intérieure près de la porte d'entrée. Système de sécurité. Juste une caméra, ai-je dit. On nous a volé des colis l'hiver dernier. Il a hoché la tête comme s'il classait cela sous les préoccupations de voisinage. La caméra n'avait rien de spécial. Nous avions aussi une caméra ring dans le salon orientée vers la porte d'entrée et une partie de la cheminée à cause du vol de colis et parce qu'Aaron avait eu peur une fois quand un étranger a frappé tard dans la nuit. Je n'y pensais presque plus. Ce détail a eu son importance plus tard. Le dîner a commencé poliment. Trop poliment. C'était le genre de politesse où tout le monde prend de petites gorgées et complimente des choses dont il ne se soucie pas. Diane a dit que les lumières du jardin étaient charmantes. Ma mère a dit que le gratin était probablement trop simple pour tout le monde, mais qu'il y en avait beaucoup. Diane a dit que la pâtisserie faisait les meilleures tartes de saison du comté. Marc a demandé à Howard des nouvelles des Eagles parce que Marc pense que le football peut sauver n'importe quelle conversation. Howard lui a donné une réponse de 5 minutes sur les décisions de l'entraîneur qui s'est en quelque sorte transformé en un commentaire sur la discipline. Pendant peut-être 20 minutes. J'ai cru que nous allions y arriver.
Puis Diane a posé une question sur le calendrier du mariage, pas si nous étions fiancés, pas si j'avais fait ma demande. Le calendrier. Aaron m'a regardé rapidement, puis a baissé les yeux sur son assiette. Nous avons parlé de l'année prochaine comme une possibilité, ai-je dit prudemment. Howard a posé sa fourchette. L'année prochaine, c'est ambitieux. Avec les taux actuels, une maison et un mariage en même temps peuvent mettre les gens à rude épreuve. Nous le savons, ai-je dit. C'est pourquoi nous avons économisé. Diane a penché la tête. Et combien espérez-vous mettre comme acompte? Si ce n'est pas trop personnel. La fourchette de ma mère s'est arrêtée. C'est personnel, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Mais nous avons un plan. Howard a eu un petit rire. Les plans sont bons. Les chiffres sont meilleurs. Aaron a dit, papa. Je ne l'attaque pas, a dit Howard. Je pose des questions pratiques. Le mariage ne se construit pas sur de bonnes intentions. Ma mère s'est penchée en arrière sur sa chaise. Il ne se construit pas non plus sur des interrogatoires. La table est devenue silencieuse. Diane a souri sans chaleur. Personne n'interroge personne, Linda. Nous voulons juste nous assurer qu'Aaron se trouve dans une situation sûre. Mon fils est en sécurité, a dit ma mère. Howard m'a regardé. Je suis sûr que Roger est responsable. La question est de savoir si c'est le plafond ou le début. C'était ça. J'avais entendu des versions de cette phrase pendant des années. À Noël, aux anniversaires, dans l'allée en chargeant les restes dans le camion. Est-ce le plafond ou le début? Restes-tu où tu es? As-tu pensé à la gestion? As-tu pensé à l'école? As-tu pensé à être quelqu'un dont nous pouvons nous vanter sans avoir à expliquer? J'ai pris une profonde inspiration. J'aime mon travail. J'avance. Ça n'a peut-être pas l'air tape à accent grave-l'œil, mais c'est stable. Diane m'a fait un visage inquiet. Stable, c'est merveilleux, mais Aaron a toujours eu beaucoup de potentiel, et nous ne voulons pas que son avenir devienne plus petit parce qu'elle essaie d'être accommodante. Ma mère a ri une fois. Ce n'était pas un rire gentil. Accommodante, a-t-elle dit. Peut-être qu'Aaron saurait ce qu'elle veut si vous arrêtiez de le lui dire. Le visage d'Aaron a changé. C'était subtil, mais je l'ai vu. Sa mâchoire s'est crispée. Ses épaules se sont soulevées. Ses yeux sont devenus plats et brillants comme si elle avait attendu la preuve que ma famille la détestait. Diane a mis une main sur sa poitrine. Excusez-moi. Linda s'est tournée vers elle. Vous m'avez entendu. Chaque décision qu'ils prennent devient une réunion du conseil de famille de votre côté. Au moins, nous nous soucions assez pour poser des questions, a dit Howard. Mon fils n'est pas une proposition commerciale, a sèchement répondu ma mère. Marc a finalement parlé. Ralentissons. Personne ne l'a fait. Diane a dit, c'est exactement le genre d'attente de petite ville qui m'inquiète. Les gens qui agissent comme si l'inquiétude était du contrôle. Ma mère a dit, et moi, je m'inquiète des gens qui déguisent le contrôle en inquiétude. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé la pierre du patio. Assez, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mon cou. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas choisir un camp. Je voulais qu'un seul adulte à cette table se souvienne pourquoi nous étions là. Personne ne parle à personne comme ça dans notre maison. J'ai dit, ni ma mère, ni vos parents. Personne. Cette conversation est terminée. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'Aaron serait soulagé. Au lieu de cela, elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Alors c'est maintenant que tu trouves ta voie, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Après que ta mère m'a traité de gâté et d'inutile, maintenant tu décides d'être neutre? Je ne t'ai rien dit de tel, a dit ma mère. Aaron l'a pointé du doigt sans me quitter des yeux. Tu l'as laissé faire. Je viens de dire à tout le monde d'arrêter, ai-je dit. Tu fais toujours ça, a dit Aaron. Sa voix tremblait. Tu attends que je sois contrarié. Puis soudain, tu es le raisonnable. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que je passe des années à essayer de faire en sorte que mes parents te respectent pendant que tu laisses ta mère me traiter comme une idiote sans défense. Howard a marmonné.
Un homme devrait être capable d'entendre des questions difficiles. Je l'ai ignoré. Aaron, j'essaie de nous protéger tous les deux. Elle a ri et ça a fait plus mal que si elle avait crié. Non, tu protèges ta mère en premier, toujours. C'est à ce moment-là qu'elle a dit la chose qui a fait basculer la pièce. Mes parents n'ont fait que dire ce que tu refuses d'admettre, a-t-elle dit. Tu es à l'aise de rester exactement où tu es, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Pas je m'inquiète. Pas nous devrions parler. Tout le monde. J'ai regardé Diane. Elle a baissé les yeux sur son vin. Howard m'a regardé droit dans les yeux, sans s'excuser. Les joues d'Aaron étaient rouges, mais elle n'avait pas l'air surprise par ses propres mots. Depuis combien de temps parlez-vous de moi comme si j'étais un problème que vous essayez de résoudre? Ai-je demandé. Aaron a croisé les bras. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu. Quelque chose en moi s'est glacé. J'ai pensé aux conversations privées qu'Aaron et moi avions au lit quand elle me demandait si je voulais un jour quelque chose de plus grand. J'ai pensé lui avoir dit que je m'inquiétais parfois que ses parents me voient comme temporaire. J'ai pensé à elle me rassurant, frottant des cercles sur mon poignet et disant qu'il finirait par changer d'avis. Et puis j'ai imaginé ces mêmes inquiétudes être répétées sur l'îlot de cuisine de Diane comme des preuves. Ma mère a dit doucement. Roger. Aaron s'est retourné contre elle. Ne fais pas le coup de la mère blessée maintenant. Aaron, ai-je dit non. J'en ai tellement marre d'être la seule personne à essayer de faire en sorte que ça marche. Elle a pris son verre de vin et, dans une grave perte de contrôle, l'a laissé tomber. Il s'est brisé bruyamment contre le carrelage de la cuisine. Nous étions rentrés à l'intérieur après que la température ait baissé et le bruit soudain a choqué la pièce. Du vin rouge s'est renversé près des chaussures de ma mère. Des éclats de verre se sont dispersés sous la plainte. Diane a eu un hoquet de surprise. Marc s'est à moitié levé puis s'est figé. Arrête, ai-je dit. Aaron a heurté la table d'appoint en se tournant. Une photo encadrée de nous deux lors d'un voyage à la plage est tombée et s'est cassée. C'était un de ces cadres noirs bon marché de Target. Rien de sentimental comparé à ce qui s'est passé ensuite, mais le bruit a fait que tout le monde a retenu son souffle pendant une seconde. Puis Aaron a vu la boîte de la montre sur le buffet. Je l'avais mise là plus tôt parce que je prévoyais de mentionner mon père plus tard si la soirée se passait bien. Pas la demande en mariage, juste l'histoire. Je pensais que peut-être si nos familles pouvaient parler d'où nous venions au lieu de ce qui nous manquait, cela pourrait adoucir quelque chose. Aaron a ramassé la boîte. Mon estomac s'est noué. Pose ça, ai-je dit. Elle l'a ouverte et a vu la montre. Aaron, ai-je répété plus lentement. Pose-la. C'était à mon père. Ma mère s'est levée. C'était à son père. N'y touche pas. Cela aurait dû suffire. Toute partie descente de la dispute aurait dû s'arrêter là. Aaron connaissait mon père. Elle connaissait la montre. Elle savait que je la gardais dans cette boîte parce que j'avais peur de l'endommager. Au lieu de cela, elle m'a regardé, en pleurs et furieuse, et a dit, « Peut-être que votre famille peut arrêter d'être obsédée par les biens des personnes décédées. » Puis, franchissant une ligne permanente, elle a délibérément frappé la montre contre le bord de la cheminée. Le son qu'elle a produit était faible. C'était la pire partie. Quelque chose qui comptait autant aurait dû faire un bruit plus fort. Le verre s'est brisé, le bracelet s'est détaché, une des aiguilles s'est tordue sous le choc. La montre a heurté le sol en morceaux et pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Je n'ai pas crié. Je pense qu'une partie de moi a quitté la pièce un instant. Je pouvais voir tout le monde comme s'ils étaient derrière une vitre. La main d'Aaron était sur sa bouche. Diane était figée avec une main encore levée. Howard avait l'air irrité, comme si le vrai problème était à quel point cela allait mal se refléter sur sa fille. Ma mère pleurait silencieusement. Marc fixait le sol, la mâchoire serrée. Je suis allé au tiroir de la cuisine, j'ai sorti un sac de conservation et je suis revenu. Roger, a chuchoté Aaron. Je me suis accroupi et j'ai ramassé les morceaux, le boîtier, le bracelet, les minuscules éclats de verre que je pouvais voir. Mes mains étaient stables, ce qui semblait anormal. J'ai posé le sac sur le comptoir, sorti mon téléphone et photographié le vin renversé sur le carrelage, le cadre cassé et les morceaux de la montre. Pas par dépit,
pas au début. Je savais juste que j'avais besoin de preuves que cette situation troublante s'était produite exactement comme elle l'avait fait. Diane a retrouvé sa voix. Tout le monde est très émotif. N'en faisons pas plus que ce que c'est. Je l'ai regardé. Plus que ce que c'est. J'ai dit, je comprends maintenant ce que vous pensez de moi, de ma famille et des choses que j'aime. Aaron s'est mis à pleurer plus fort. Je ne le pensais pas comme ça. Tu l'as dit exactement comme ça. Howard a dit, Roger, c'était un mauvais moment. Ne réagis pas de manière excessive. Je me suis tourné vers lui. Tout le monde dehors. Ma mère a dit, chérie, je peux rester et aider. Non, ai-je dit plus doucement. J'ai besoin que tout le monde sorte. Marc a hoché la tête une fois. Il a compris avant tout le monde. Diane a essayé de passer un bras autour d'Aaron, mais Aaron s'est dégagé et est venu vers moi. Tu ne fais pas ça sérieusement. Si. Tu nous jettes pour ça. J'ai regardé le sac sur le comptoir. Non, je pars parce que tu penses toujours que ce n'est que ça. Après leur départ, la maison semblait ruinée. Pas en désordre. Ruinée. Les lumières du jardin étaient toujours allumées dehors, brillant sur des assiettes à moitié vides et des chaises dépareillées. Le gratin était sur le comptoir avec le papier d'aluminium retiré. Un verre de vin se tenait droit sur la table comme s'il avait survécu par accident. J'ai fait un sac avec des vêtements de travail, mon chargeur, des médicaments, mon portefeuille et le sac avec la montre. Aaron était assis sur le bord du lit, pleurant dans ses mains. « S'il te plaît, ne pars pas, a-t-elle dit. S'il te plaît. Ta mère m'a poussé toute la soirée. J'ai fermé le sac à glissière. Roger. Je ne fais pas ça devant toi en ce moment. Tu ne veux même pas me parler. Je l'ai regardé et j'ai tellement souhaité qu'il y ait une phrase qui puisse annuler tout ça. Mais il n'y avait rien. Ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la montre. C'était le fait qu'elle avait saisi le seul objet dans la pièce qu'elle savait pouvoir faire la coupe la plus profonde. Pas ce soir, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Mason. Mason est mon meilleur ami depuis le community college. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement, tenant un bol de céréales, même s'il était presque minuit. Son chien a aboyé une fois, m'a reconnu et est retourné à son air offensé par la vie. Mason a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Canapé ou whisky ?»« Canapé ?»« Mauvais. » J'ai soulevé le sac. Il ne l'a pas touché. Il a juste dit, « Oh, mon pote. » J'ai dormi peut-être 2 heures sous une couverture qui sentait le shampoing pour chien. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ce petit bruit contre la cheminée. Le matin, Mason a fait du café brûlé et s'est assis en face de moi à sa petite table de cuisine. « Tu n'as pas besoin de moi pour la détester, » a-t-il dit. « Tu as besoin de moi pour te rappeler que tu as le droit d'en avoir fini. » J'allais faire ma demande demain, ai-je dit. Son visage a changé. La montre en faisait partie, ai-je dit. J'allais mettre la bague à côté. Mason a détourné le regard et s'est passé la main sur la bouche. Ne retourne pas là-bas seul. J'ai besoin de vêtements. Alors j'irai avec toi ou Marcus, de préférence les deux. Ce matin-là, j'ai commencé à faire des choses pratiques parce que les sentiments étaient trop grands à contenir. J'ai transféré le dépôt de mon salaire sur mon compte personnel. J'ai documenté le solde du compte d'épargne commun avec des captures d'écran. J'ai annulé le rendez-vous pour la bague chez le bijoutier local et j'ai dû supporter la femme au téléphone qui disait « J'espère que tout va bien ». Pendant que je fixais la table de cuisine ébréchée de Mason, j'ai examiné les paiements automatiques, les services publics, l'assurance locataire, le forfait téléphonique partagé, j'ai suspendu ce que je pouvais légalement et j'ai fait une liste de ce qui nécessitait un préavis écrit. J'ai envoyé un courriel à une avocate locale nommée Carla, que la sœur de Mason avait consultée lors d'un litige de bail, et j'ai obtenu une consultation pour le lendemain. Chaque clic ressemblait moins à de la rancune et plus à un réveil. Le dimanche après-midi, les textos ont commencé. La tante d'Aaron. Un homme mûr ne jette pas des années pour un bijou. Son cousin, ton père aurait honte de ta froideur. Une de ses amies de la famille, une femme que j'avais rencontrée 2 fois, a envoyé. Aaron est dévasté. Elle a fait une erreur lors d'un dîner stressant. Mes mains ont tremblé en lisant celui-là. Une erreur.
Puis ma mère a appelé. Je reçois des messages, a-t-elle dit. Sa voix semblait faible. De qui? Dit Anne. Elle dit que nous devons tous arrêter l'escalade. Elle dit, tu as humilié Aaron après un accident. Ce n'était pas un accident. Je sais. Ma mère a inspiré. Roger. Je suis tellement désolé. Tu ne l'as pas cassé. J'ai contribué à rendre ce dîner laid. Je voulais dire non, mais ça aurait été trop facile. Tu n'as pas aidé. Je sais. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse parfaite de la part de ma mère. Et honnêtement, cela signifiait plus parce que ça lui ressemblait. Après l'appel, je me suis assis sur le canapé de Mason et j'ai regardé mon téléphone. J'ai failli taper un long message aux parents d'Aaron. J'ai failli me défendre phrase par phrase comme un homme essayant de contre-interroger une rumeur. Puis je me suis souvenu de la caméra. La caméra intérieure près de l'entrée filmait une partie du salon et de la cheminée. Je l'avais installée à cause du vol de colis, pas parce que j'avais un jour pensé que j'aurais besoin de preuves de ma petite amie endommageant la montre de mon père. J'ai ouvert l'application. Revoir la scène était pire que de la vivre parce qu'il n'y avait pas d'adrénaline pour estomper la cruauté. Il y avait Aaron attrapant la boîte de la montre. Il y avait moi disant, pose ça. C'était à mon père. Il y avait ma mère lui disant de ne pas y toucher. Il y avait Aaron disant, clair comme de l'eau de roche. Peut-être que votre famille peut arrêter d'être obsédée par les biens des personnes décédées. Puis le dommage s'est produit. La vidéo montrait aussi ce que j'ai fait après. Pas de cris, pas de menaces, juste moi ramassant les morceaux et disant à tout le monde de partir. J'ai sauvegardé le clip. Mason l'a regardé une fois et a semblé profondément perturbé. Envoie-le, a-t-il dit. À tout le monde? Non, a-t-il dit. Tu n'es pas comme eux. Envoie-le aux gens qui mentent. Alors, je l'ai envoyé uniquement à Aaron, Diane et Howard. Mon message était une seule phrase. Ne contactez plus ma famille avec une version qui omet cette partie. Ils ont arrêté d'envoyer des textos à ma mère dans les 10 minutes. Aaron n'a pas arrêté de m'envoyer des textos. Au début, c'était court. Je sais que j'ai franchi une ligne, puis plus long. J'étais dépassé et humilié et j'avais l'impression que personne ne me défendait. Tu sais que ta mère m'a poussé toute la soirée. Tu ne peux pas agir comme si ça venait de nulle part. Puis des notes vocales que je n'ai pas écoutées tout de suite parce que je ne me faisais pas confiance. Quand j'ai finalement écouté, elle pleurait. Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur ton père. Je le jure. Je voulais juste que tout le monde arrête d'agir comme si ton deuil donnait à ta famille le droit de me juger. Ce message m'a dit qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait. J'ai répondu une fois. La colère explique pourquoi tu voulais me faire du mal. Ça n'excuse pas d'avoir choisi la seule chose que tu savais qui le ferait. Elle a répondu presque immédiatement. Tu nous jettes vraiment. J'ai tapé, effacé et tapé à nouveau. Tu as délibérément endommagé quelque chose que je t'avais confié. Je mets fin à la relation. L'avocate, Carla, était pratique d'une manière dont j'avais besoin. Son bureau avait des murs beiges, une imprimante qui n'arrêtait pas de cliquer, et une réceptionniste qui m'a offert de l'eau dans un gobelet en papier. Carla a écouté sans faire de grimaces dramatiques. Elle a pris des notes, a posé des questions sur le bail, le compte commun, les biens partagés, et si Aaron avait accès à mes comptes personnels. Vous n'êtes pas mariés, a-t-elle dit, ce qui simplifie certaines choses et en complique d'autres. Il s'agit principalement de biens partagés, d'obligations de bail et de documentation. Et pour la montre? Ai-je demandé. La valeur sentimentale et la valeur de remplacement ne sont pas la même chose légalement ou émotionnellement, a-t-elle dit. Obtenez un devis de réparation. Envoyez-le par écrit. Ne vous disputez pas par texto. Ne vous rencontrez pas seul si vous pensez que la conversation va dégénérer. Cette dernière phrase m'est restée. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la maison de ville avec Mason et l'oncle Marc. Aaron a demandé si nous pouvions parler en privé. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, un sweatshirt trop grand, et ses cheveux tirés en arrière trop serrés. Pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais aimée les dimanches paresseux. Celle qui faisait du café et s'appuyait contre moi en faisant défiler des recettes. Elle ne cuisinait jamais.
S'il te plaît, a-t-elle dit. 5 minutes? Non, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors je n'ai même pas droit à 5 minutes seul avec toi? Non, plus maintenant. Mason se tenait près de la porte, les bras croisés. Marc est resté près des escaliers, silencieux et solide. J'ai tendu à Aaron une liste écrite, factures partagées, biens, délais, solde du compte, ce que j'avais retiré, ce qui devait encore être géré. J'ai gardé ma voix égale parce que si je la laissais se briser, je craignais de commencer à m'expliquer. J'en avais fini d'essayer d'expliquer la douleur à quelqu'un qui l'avait visé. Aaron a regardé le papier et a ri à travers ses larmes. C'est si froid. C'est clair, ai-je dit. 4 ans et j'obtiens une feuille de calcul. Tu as eu 4 ans. C'est la fin. Elle a tressailli et j'ai détesté que ça me fasse mal de lui faire mal, mais je ne suis pas revenu sur mes paroles. Pendant que Mason m'aidait à charger des boîtes dans mon camion, Marc a trouvé un minuscule morceau de verre sous la plinthe de la cuisine. Il l'a tenu entre 2 doigts. Un de manqué, a-t-il dit. Je le lui ai pris et je l'ai jeté. L'atelier de réparation de montres était le même où l'oncle Marc m'avait emmené des années auparavant. L'endroit sentait toujours le produit à polir les métaux et le vieux cuir. L'horloger était plus âgé maintenant. Ou peut-être que je le voyais juste avec des yeux différents. Il a examiné les pièces sous une lampe. Je peux la faire fonctionner à nouveau, a-t-il dit après un moment. Je ne peux pas la rendre intacte. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Certaines pièces d'origine pouvaient être sauvées. D'autres non. Le cadran avait une fissure près du bord qu'il pouvait remplacer, mais ce ne serait pas le même cadran. Le bracelet était parti. Les aiguilles nécessitaient du travail. Le devis n'était pas exorbitant. Ce n'était pas un chiffre de film, mais c'était assez pour être réel. J'ai envoyé à Aaron le devis avec des photos, des captures d'écran de la vidéo, et une courte note lui demandant de le payer avant la fin du mois. Elle a répondu 2 jours plus tard. Je le paierai. Je pense toujours que tu es dur de me traiter comme si j'étais une menace. Je n'ai pas répondu. Elle a payé. Diane et Howard ne se sont jamais excusés directement auprès de moi. Howard a complètement cessé de me contacter. Diane a envoyé un message qui disait « Nous regrettons tous comment cette soirée s'est déroulée », ce qui est l'une de ces phrases qui ressemblent à des excuses jusqu'à ce que vous la regardiez de près. Quelques parents ont envoyé de courts messages après que la vidéo ait clairement fait son chemin dans leur conscience, bien que je ne leur ai jamais envoyé. Pas de discours, juste de petites corrections maladroites. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Désolé, c'était bien pire que ce qu'Aaron a dit. Je n'aurais pas dû envoyer de texto à ta mère. C'est drôle comme les gens sont bruyants quand ils vous accusent et comme ils deviennent brefs quand ils réalisent qu'ils ont tort. Ma mère s'est excusée à nouveau à sa manière. Elle est passée chez Mason avec des restes dans un autre plat de cuisson et s'est tenue dans l'embrasure de la porte comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à entrer. J'aurais dû me taire au dîner. Elle a dit que tu me défendais. J'aimais aussi avoir raison. Cela m'a fait rire pour la première fois depuis des jours. Elle a semblé soulagée puis triste. J'ai détesté la façon dont il te parlait. Je sais, mais tu es un homme adulte. Je dois te laisser gérer ta propre vie. J'ai pris le plat d'elle. Le ruban de masquage sur le dessus disait Roger de son écriture. Garde le plat, a-t-elle dit. Tu ne laisses jamais personne garder le plat. J'évolue. Elle n'évoluait pas, mais j'ai apprécié la tentative. Le compte commun a été fermé proprement. Le forfait téléphonique a nécessité 2 appels au service client et un déplacement au magasin où l'employé avait l'air de préférer être coincé dans un ascenseur plutôt que d'entendre une autre conversation sur la logistique d'une rupture. J'ai signé un nouveau bail pour un endroit plus petit. Ce n'était rien de spécial, juste un appartement d'une chambre avec une bonne lumière et une place de parking qui n'était pas inondée quand il pleuvait. L'argent de la bague est resté sur mon compte. Au début, chaque fois que je le voyais, je me sentais contrarié. Puis, j'ai commencé à le voir différemment. Pas comme de l'argent pour une demande en mariage qui a échoué, mais comme le début de quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Je l'ai déplacé sur un compte d'épargne pour un futur acompte. Mon avenir semblait plus petit que celui que j'avais imaginé, mais plus calme, plus propre. Des semaines plus tard, l'horloger a appelé. Quand j'ai récupéré la montre,
Elle reposait sur un chiffon doux sous la lumière du comptoir. Le bracelet était neuf. Le boîtier avait été poli avec soin, mais pas assez pour effacer toutes les marques. La trotteuse bougeait à nouveau, mais pas aussi fluidement que je m'en souvenais. Près du bord du cadran, il y avait toujours une légère fissure. L'horloger a dit, « Je peux toujours la remplacer si vous décidez que vous le voulez. » Je l'ai regardé pendant un long moment. « Non, » ai-je dit, « laissez-la. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Je l'ai portée pour rentrer chez moi. Non pas parce que c'était un jour spécial, mais parce que j'étais fatigué de garder des choses significatives pour des moments qui pourraient ne jamais arriver. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, j'ai mangé des plats à emporter directement du contenant sur un comptoir de cuisine qui n'avait rien d'autre que des essuie-tout et ma vieille tasse à café rayée. L'endroit résonnait parce que j'avais à peine des meubles. Mon téléphone était silencieux parce que les parents d'Aaron étaient bloqués. Aaron était en sourdine et la plupart des gens avaient finalement manqué de choses à dire. J'ai posé la montre sur le comptoir à côté de mes clés et j'ai écouté son tic-tac. Elle a survécu, mais elle ne prétendait pas que rien ne s'était passé. J'aime ça chez elle. J'avais l'habitude de penser que maintenir la paix signifiait absorber le manque de respect en silence jusqu'à ce que tout le monde se calme. Je pensais que la patience était toujours de la maturité. Je pensais que si j'aimais quelqu'un assez fort, je pourrais attendre que les parties d'eux qui me blessaient disparaissent. Maintenant, je sais qu'il y a une différence entre être stable et rester immobile pendant que les gens vous prennent des morceaux. Je n'ai pas fait ma demande. Je ne me suis pas réconcilié. Je n'ai pas posté la vidéo. Je n'ai pas essayé de gagner la rupture. Je suis parti. J'ai documenté ce qui s'est passé. J'ai protégé ma famille du mensonge. Je l'ai tenu responsable de ce qui pouvait être réparé, et j'ai accepté que certaines choses ne le pouvaient pas. Pour la première fois depuis des années, mon avenir semblait plus petit, plus calme, et entièrement à moi.